Il faut qu'on parle de ce chapitre 1157 parce que ce chapitre est complètement dingue et je ne l'avais pas du tout compris. Si vous avez vu ma réaction live, pour moi c'était qu'un simple chapitre de transition. Il était marrant parce qu'il apportait des informations, mais sans plus. D'ailleurs, je me posais même la question de savoir qu'est-ce qu'en train de foutre Eiichiro Oda. J'avais l'impression qu'il était en train de se perdre, surtout que je ne sais pas si vous savez l'information, mais s'il y a une pause d'Eiichiro Oda la semaine prochaine, c'est qu'il n'a pas eu le temps de finir à temps justement ce chapitre 1157 qui manque pas mal de trucs au niveau des décors, au niveau des trames, au niveau de la colorisation, et j'étais en train de me dire je sais pas où va Eiichiro Oda. Il est en train de se perdre au niveau de ce chapitre, sauf que je n'avais pas compris, hein, pour vous montrer un petit peu que je ne lis pas du tout les spoils, je n'avais pas du tout compris que Shaki, en vérité, c'est Hélène de Troyes et c'est elle qui va être responsable des événements qu'il va y avoir au niveau de God Valley. Et ce chapitre, à travers cette information que je n'ai pas compris au premier abord, dites-moi vous, quand vous avez lu le chapitre la première fois, si vous aviez déjà percuté ça. Moi, je ne l'avais pas du tout percuté et ce chapitre n'est plus un simple chapitre de transition, est un chapitre énormément important parce que quand on fait des recherches après sur ce qu'a fait Eiichiro Oda à travers la mise en place des événements de God Valley, eh bien, il s'avère que il avait bien tout prévu, que c'est pas quelque chose qui vient seulement de rapporter juste à la fin. Et même ce chapitre, il est hyper important par rapport aux dernières cases qu'on a et le gouvernement mondial qui donne une sorte d'ultimatum à Harald, c'est-à-dire que si tu veux être comme un pays affilié et avoir une sorte de droit de regard sur la politique générale qu'il y a au niveau du monde par rapport bien sûr à la rêverie, il faut que tu sois affilié et donc il faut que tu tues Xebec. Donc, pour ne rien perdre, parce qu'il y a énormément d'informations dans ce chapitre, on va la refaire à la bonne vieille vidéo du doc, c'est-à-dire on va prendre ça page par page et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Déjà, la chose que j'adore énormément, c'est les premières pages quand il y a une sorte de braquage au niveau des îles. On voit qu'ils partent tous ensemble, ça aussi c'est vraiment très important. C'est pas comme ce qu'on peut voir avec Barbe Blanche où certaines personnes restent sur la ruche, d'autres personnes partent à un endroit, partent à gauche et tout pour faire différentes missions. Là, ils sont tous tout le temps en train de partir ensemble et j'adore l'ambiance qu'il y a au niveau de cet équipage. C'est un vrai équipage de pirates. Ce n'est pas les Mugiwara. Les Mugiwara, c'est pas un équipage normal où tout le monde est gentil, tout le monde est ensemble. Les pirates, normalement, à la base, c'est des personnes qui sont puissantes, qui se réunissent sous une personne qui a énormément d'autorité et cette personne, justement, dirige comme il le peut cet équipage. On le voit d'ailleurs dans Pirates des Caraïbes avec l'équipage de Barbe Noire où il y en a certains qui essaient de se révolter et il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de mutinerie au niveau des pirates où un capitaine n'était pas toujours un capitaine et il y en a certains qui s'allient entre eux pour pouvoir le destituer et après prendre en place le contrôle du bateau. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait aussi Barbe Noire dans la vraie vie. La chose que j'adore aussi, c'est le personnage de Shiki. Shiki qui est canon. Henrik Vater, si tu regardes cette vidéo, un gros coucou à toi mon poteau, je t'adore. Là, on voit que Shiki, il est exactement... Au-delà d'avoir le même aspect que celui qu'on a dans le film, il a aussi exactement le même caractère, c'est-à-dire que tu le vois vraiment, quand il fait une connerie, il dit « Ah bah j'en ai pas fait exprès » et tout, les sortes de blagues, il essaye de niquer tout le monde et ça, personnellement, j'adore. Et l'autre chose que j'ai aussi énormément apprécié, c'est déjà l'information que Barbe Blanche a son fruit du démon déjà à ce moment-là. On est quelques années avant ce qui se passe au niveau de God Valley. Donc le fruit du démon que possède Barbe Blanche n'est pas un des fruits du démon qu'il y avait au niveau de God Valley. Et on voit que Kaido est intéressé par la puissance du fruit du démon et que lui aussi il en veut un. D'ailleurs on sait que plus tard il va en avoir un et que normalement c'est Big Mom qui va lui donner. Encore une fois j'avais fait la petite théorie comme quoi qu'il était peut-être à deux doigts de mourir et que c'est en lui faisant manger
manger le fruit du démon, qui a une sorte de, entre guillemets, résurrection par rapport à l'aura du dragon azur. Justement, c'est pour ça qu'il y a cette dette qu'on a vue au niveau de Onigashima entre Kaido et aussi Big Mom. En gros, on comprend qu'il aime les fruits du démon et c'est peut-être ça aussi qui va le pousser à avoir énormément de fruits du démon, et que tout ce que va faire César après, c'est pour créer ces fruits du démon pour que son armée soit la plus forte. Ce qui est quand même bizarre, parce qu'il dit bien que la chose qui est la plus puissante au niveau du monde de One Piece, c'est tout simplement le Haki. C'est un équipage qui est complètement dingue, qui est complètement fou, et on va faire un petit récapitulatif de ce qu'ils ont fait en 2 ans d'existence. Rox a lancé ses attaques, coulé 76 navires de la marine. Alors navire, ce que c'est navire de la marine, c'est navire. Brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays. Et là, c'est très important parce que je vais faire une petite parenthèse, parce que je lis des trucs qui sont complètement dingues. Vous êtes au courant que j'ai fait une vidéo sur Garp, et il y en a beaucoup qui disent oui, c'est un chien de la marine. J'ai l'impression que pour vous, la marine, c'est les méchants de One Piece. La marine, c'est pas les méchants de One Piece. La marine, c'est la force. Et justement, après, il va avoir une remise justement en question de ça par rapport à Eiichiroda à travers ce que va dire Harald. C'est-à-dire que la marine, à la base, elle est là pour protéger le monde des pirates. Parce que là, Xebec, il a quand même détruit 5 villes et renversé un pays. C'est pas des révolutionnaires pour rétablir une sorte de vérité, pour libérer des pays. Ce sont des pirates qui volent les royaumes. Oui, certains royaumes sont corrompus. Oui, la marine est aux ordres du gouvernement mondial, qui sont les pires des salauds. Oui, dans la marine, il y a des mecs qui sont complètement teubés, qui sont complètement droits dans leur ligne. On va prendre par exemple Akainu, qui a une justice qui est un petit peu comme ça. Et de l'autre côté, tu avais quelqu'un qui était quand même comme Aokiji, comme Garp, comme Fujitora, qui sont dans la marine pour essayer d'aider les populations. Ryukugyu, lui, il est complètement débile. Pour lui, les humains ne sont pas des humains. Et lui, il est pro-gouvernement mondial. Donc on a vraiment 2 aspects. Et après, c'est aussi pour ça qu'il y a le Sword. Et à la fin de One Piece, justement, ça va être sûrement Kobe qui va prendre les rênes il va devenir amiral, et pourquoi pas même amiral en chef. Et après, on va avoir vraiment une marine qui va être là pour protéger les pays, et sûrement que le gouvernement mondial va être destitué. Harald, pour moi, est le personnage type du shonen. Je le place complètement comme un Oden, qui est là justement pour un peuple qui voit non pas son aspect lui-même prioritaire, mais il voit son peuple et même le monde entier prioritaire. Le bien-être du monde passe avant son bien-être principal. Et là, on voit qu'à un moment, il parle avec un gouvernement mondial. Il est sur le nouveau monde, Inishi, et c'est ce peuple-là, de cette île, les ont aidés en donnant de la nourriture quand il y a eu la famine. On reprend encore une fois quelques chapitres précédents. Et quand tu as un enculé, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont, du gouvernement mondial qui tire sans sommation sur quelqu'un qui a rien fait, qui est que simplement un citoyen d'un peuple, et bien là tu as Harald qui pète les plombs. Et c'est aussi très important de voir que les journaux, et encore une fois c'est quelque chose qui se passe des fois, je dis pas tout le temps, je ne suis pas complotiste, je dis des fois, l'information est toujours biaisée quand elle est rapportée par une certaine personne. Et là, après, on va avoir une très très bonne réflexion entre Harald et Xebec. Tous deux sont rejetés par le gouvernement mondial, mais pas pour les mêmes raisons. Xebec, lui, il fout le bordel. Il veut destituer le gouvernement mondial, il veut être le roi du monde, contrairement à Harald, lui, qui veut changer le monde en étant dans le gouvernement mondial. Et il n'arrive pas à s'imposer. On voit qu'il s'est rasé les cheveux, et justement, il y a Xebec qui dit « Tu as vraiment cru qu'ils allaient te prendre au sérieux si tu te rasais
la tête, c'est-à-dire peut-être c'est un acte qu'il a fait pour se rapprocher peut-être un petit peu du statut humain, pour s'éloigner un petit peu de ce qu'est un géant, et peut-être même qu'à la fin, le fait de s'arracher les cornes, on va voir après la symbolique qu'il va y avoir par rapport au gouvernement mondial, c'est peut-être justement pour renier sa dernière trace avec les géants antiques. Ce qui est très important, c'est que Harald veut apporter la force des géants dans la marine pour sauver les peuples, et à partir de là, on a quelque chose sur Garp. On va pas repartir dans le débat de se dire ah oui mais Garp il est hyper puissant parce que là il vient d'être reconnu par Xebec, et il vient d'être reconnu aussi par Harald, et Shiroda le met en avant par rapport à un personnage important. Ça c'est quelque chose qui est sous-jacent dans l'œuvre, l'importance de Garp. Qu'il soit aussi puissant que Roger ou pas, n'enlève pas l'importance scénaristique, narrative du personnage. Et c'est très important de voir que Harald fait tout le nécessaire pour se rapprocher du gouvernement mondial. Et là, après, on passe justement sur l'autre côté du miroir, où là, on est du côté de la marine, et on a Garp qui explique que c'est très important d'avoir les géants en tant qu'alliés, parce que les géants sont une menace. La marine a énormément de problèmes par rapport à l'ère des Rox, parce que Rox est bien au-dessus niveau puissance, niveau dangerosité au niveau du monde, que Goldie Roger. Goldie Roger, ça sera après. Et Kong, qui à cette époque-là n'est que amiral, donc j'espère qu'après on va peut-être avoir les autres amiraux au niveau de God Valley. Il faut savoir aussi qu'il y a un amiral qui est mort sous les coups de Xebec au niveau de Mary Joa. On voit qu'ils sont vice-amiraux. On a Garp, Sengoku et aussi Tsuru, mais on voit déjà qu'ils ont les bonnes mentalités, c'est-à-dire que Garp, lui, il voit qu'au niveau de la puissance, ce qui est très important, c'est de voir que Sengoku dit Harald est un homme sincère, il tente vraiment de changer l'histoire, et donc on voit là déjà les prémices d'une nouvelle marine qui va être aux ordres, qui va être créée au niveau du Sword, et selon les rumeurs, Rox tenterait de le recruter. Si ça arrive, la marine ne serait plus en capacité de les arrêter, et là on voit justement que Tsuru est une conseillère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle sera présente lorsque ils vont devoir choisir un nouveau Shichibukai suite à la destitution de Crocodile qui a été battu par Luffy. Elle, c'est la conseillère. On voit qu'elle a un aspect une conscience géopolitique du monde pour le rôle de la marine dans le monde. Et on arrive sur la fin du chapitre, parce que j'étais assez rapidement juste avant, parce que c'est là où il y a le plus important, c'est que Shaku Yaku décide de quitter son statut de commandante d'impératrice et des Kuja. C'est celle qui sera après, désolé, j'ai plus son nom, mais ça avait été donné au niveau des SBS. Tout ça pour aller où? Pour aller sur la ruche, pour créer son bar. D'ailleurs, le bar qu'elle crée, on va voir que celui qui est après à Chabondi ressemble énormément. C'est à peu près sur la même architecture, même s'il est plus petit. Elle va devenir le trésor, le joyau de la ruche. Et c'est elle qui, à un moment, va être prise et va être emmenée au niveau de God Valley. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle va partir, c'est la femme la plus belle du monde à ce moment-là, et il y a des dragons célestes qui vont la vouloir absolument, et ils vont envoyer des gens. Il va peut-être y avoir des espions qui sont déjà présents sur la ruche. Elle va être enlevée quelques semaines ou voire même quelques jours avant les événements de God Valley. Pourquoi? Parce que si elle avait été enlevée plusieurs mois avant, c'est sûr et certain que tout le monde aurait été au niveau de Marijoa pour tout péter à Marijoa. Donc, comme je l'ai dit au début de ce chapitre, quand ils partent, c'est tout l'équipage qui part ensemble. Que ce soit pour aller voir Harald, aller à Elbaf ou aller piller des îles. Ce qui est très important à comprendre, c'est que quand ils partent, il n'y a que des pirates lambda qui restent, et à partir de là, le gouvernement mondial, par rapport aux forces qu'ils ont, et pourquoi pas des chevaliers divins, peuvent venir pour prendre quelqu'un, parce que la ruche sans Xebec et le reste de son équipage, c'est quelque chose de totalement lambda. Et ce qui est dingue, ça serait que au niveau de God Valley, on sait que les trésors, c'était les 6 fruits du démon qui étaient dans des coffres. Et bien peut-être que le trésor ultime à gagner au niveau des points, c'était Shaki. C'est-à-dire que la famille qui fait le plus de points a le droit à Shaki comme esclave. Et quand on reprend le chapitre 1096, il y a Garp qui dit il s'attendait à quoi
en prenant le trésor de la ruche. Encore une fois, on est dans le chapitre 1096. Le trésor, nous, on pense que c'est un objet, on ne pense pas que c'est justement Shaki. Et là, on pourrait se dire que Eiichiro Oda, peut-être qu'à ce moment-là, ne l'avait pas prévu. Parce que, encore une fois, Eiichiro Oda fait des foreshadowing, mais il y a aussi des éléments narratifs qu'il a mis en place à un moment sans penser comment les utiliser après. Eiichiro Oda n'est pas God Oda, n'est pas le génie ultime. Sauf que quand tu reprends le SBS du tome 90, le tome 90, il est sorti en 2018. Et il y a quelqu'un qui pose justement la question de se dire, ok, Shaki, elle a été pirate, c'était pendant les 40 ans, il y avait Rox à cette époque-là, est-ce qu'il y aurait un lien entre eux? Et là, Eiichiro Oda, il répond toujours de cette façon vague, et après il fait piou 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 piou. Ça veut dire que en 2018, déjà, il avait une utilisation de Shaki, et c'était sûrement cette utilisation. Donc là, on s'aperçoit qu'il construit des trucs absolument dingues, parce que nous, à la base, on pensait que tout le monde était là-bas seulement que pour les trésors, que par rapport à ce que Genie avait donné comme information. Et oui, c'est le cas, parce que quand tu reprends le chapitre 1096, ouais, je crois que c'est toujours celui-là, où tu vois tout l'équipage des Rox, ils sont là pour avoir les fruits du démon. Et justement, ils le disent, premier arrivé, premier servi. Mais tu as une petite case en bas qui dit « N'oubliez pas l'objectif principal ». Et ça, c'est Barbe Blanche. Donc, il n'y allait pas que pour les trésors, il y allait pour autre chose. Et c'est justement le sauvetage. Et là, tu te dis, pourquoi Roger, il est venu ? Roger, il est venu non pas pour contrer Chebek, mais pour sauver Shaki. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que oui, il y a les trucs que Genie a fait, mais il y a aussi autre chose qui arrive, et c'est complètement fou. Et ce qui est encore plus dingue ici, c'est que d'après ce qu'est en train d'écrire Eiichiro Oda, on voit qu'il essaye d'accélérer à fond son œuvre. On va peut-être avoir dans ce flashback qui n'était pas du tout prévu, parce qu'encore une fois, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, c'est pas un flashback sur Harald, c'est pas un flashback sur les Rox, c'est un flashback sur Loki qui explique pourquoi et comment Harald est mort. Et là, Eiichiro Oda nous balance ça là-dedans. Nous faisons encore une fois un flashback qui est plus important que l'histoire dedans. C'est ce que je lis souvent. L'histoire est plus importante quand les Mugiwara ne sont pas là. Les Mugiwara vont être importants justement à la fin de One Piece. Mais là, toute cette construction, tout ce truc, là, on va peut-être encore avoir un flashback qui va durer peut-être encore 10 chapitres avec l'attaque de God Valley. Qu'est-ce qui va se passer à God Valley? Quelles vont être l'importance de God Valley par rapport à Harald? Et pourquoi Harald est mort? Qu'est-ce qui est devenu Xebec? Est-ce que Xebec est mort réellement à God Valley? Est-ce que les Kuja vont venir à God Valley? Est-ce que l'impératrice, justement, il va lui arriver quelque chose, celle qui remplace? Est-ce que Harald va venir aussi au niveau de God Valley? Quel va être le gros bordel? Est-ce que Harald a vraiment tué Xebec? Parce qu'il faut savoir que Loki en veut à son père parce qu'il a tué Xebec pour être aux ordres du gouvernement. Est-ce que pendant un moment, Elbaf va être affilié au gouvernement mondial? Moi, il y a plusieurs théories qui me viennent dans la tête. Xebec est à 2 doigts de mourir, et au moment de le tuer, si Harald est là, Harald ne va pas réussir à le tuer et va le prendre et va peut-être le cacher au niveau de Elbaf, et que le mec qui va voler le dernier fruit du démon, c'est peut-être justement Xebec. Théorie numéro 2, en vérité, Harald arrive à tuer Xebec et il s'en veut tellement qu'il décide de s'arracher les cornes, parce que c'est la dernière chose qui représente l'ancien Harald, qui était le sacrifice de la personne qu'il a dû faire pour pouvoir après atteindre le gouvernement mondial et changer le monde. Vous voyez? Et c'est ça qui est génial avec One Piece, c'est-à-dire que tel que Eiichiro Oda construit son œuvre, nous met les choses en place, on a énormément d'extrapolation, et on verra la suite par plus tard. Tel qu'il construit, tout n'est pas fait selon un seul et unique schéma comme d'autres mangas où on sait obligatoirement comment ça va arriver. Là, il y a plein de possibilités, et c'est ce qui me fait kiffer One Piece, et je ne sais pas si ça vous fait kiffer One Piece. Bref, on va arrêter ici la critique analyse de ce chapitre 1157. N'hésitez pas encore à vraiment soutenir. Tous les samedis à 10h maintenant, on a une vidéo sur One Piece. Soutenez la chaîne, parce qu'il y a plein de choses, comme vous
voulez voir qui vont arriver au niveau de la rentrée. Je vous fais tous des gros bisous et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece.